Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, j'espère que vous tenez la forme. C'est Mathieu et je suis très heureux de vous retrouver sur Mordu, le podcast où je vous emmène à la rencontre des personnalités les plus inspirantes de la planète glisse et outdoor. Alors pour ceux qui nous écoutent régulièrement, promis, on est en train de travailler sur la saison 5. Mais bon, je devais sortir absolument cet épisode pépite que nous avons enregistré cet été avec Mathias Giraud, le pionnier et multiple recordman en ski base jump. Vous allez tout d'abord découvrir une discipline absolument extraordinaire qui permet à Mathias de tenter des descentes en ski et des sauts faits par aucun autre. Il nous emmène avec lui là-haut en montagne, dans des descentes de ski hors piste uniques, avant de réaliser des sauts en base jump à ski. Sensation garantie. C'est aussi un épisode qui devrait vous donner énormément à réfléchir. On y parle de base jump comme célébration de la vie et de la nécessité d'honorer ses piliers existentiels. Un des multiples mottos de Mathias, aller au lit avec un rêve et se réveiller avec un plan d'attaque. C'est tout ce que je vous souhaite avec cet épisode qui pour moi rentre direct dans le top 5 de mes rencontres les plus inspirantes. Allez, je vous laisse profiter du moment. C'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu, Mathias Giraud, le pionnier du ski base jump. Salut Mathias, bienvenue sur Mordu. Salut Mathieu. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis très très heureux de te recevoir lors de ce passage à Paris. Toi, tu es un multidisciplinaire de la glisse. Skieur, surfeur, base jumper, ski base jumper. Comment tu te présentes toi ? Comment je me présente ? Sportif de la montagne, tout simplement. Le base jump pour moi c'est une discipline montagnarde. Oui, bon, bien sûr j'ai sauté des buildings, des centaines de radios, j'ai fait des sauts en partant en courant quand il y avait une bagnole de police, mais c'est pas trop le genre de truc que je cherche. Moi j'aime beaucoup sauter des falaises, être dans les montagnes et surtout mélanger le ski freeride. À la base je suis pro en ski. Et puis j'ai rajouté un parachute après sur le dos pour pouvoir skier des trucs qu'on pourrait pas survivre normalement. Quand on commence à sauter des barres de 20, 30 mètres, les atterros, ça fait toujours un peu mal. Et j'avais pas envie d'arrêter d'aller plus loin, plus haut, mais je commençais à en avoir marre des impacts. Et en plus, je voulais faire du base jump depuis que j'avais 9 ans et du ski base jump. Donc voilà, à 24 ans, j'ai commencé le ski base jump. Et ma vie a changé. Je voulais que tu parles de l'enfance, mais je vais rebondir direct sur cette question que je vais te poser, sur la naissance du ski base jump. Comment le concept est né ? C'est relativement niche dans les sports extrêmes. D'où sort le concept ? T'as vu des personnes faire ça ? Effectivement, tu t'es fracassé les genoux, tu t'es dit, je vais me rajouter une voile. C'est les deux. Et le premier ski base jump était en 1977, un truc comme ça, ou 80. C'était le James Bond, The Spy Who Loved Me. Quand il saute en ski de ces grosses falaises, il enlève ses skis, puis après il ouvre un parachute qui était un parachute rond à l'époque, avec le drapeau de l'Angleterre dessus. Ça, c'était le premier ski base jump. Mais c'était vraiment la version archaïque. Ça, c'était vraiment le... Mais quand tu dis que c'est le premier, c'est-à-dire que c'est la première fois que toi tu vois le truc, ou c'est vraiment la première fois c'est le premier historiquement. Ah ouais. Voilà. Après, Rick Sylvester a inspiré vraiment les gars qui ont commencé à faire du ski base jump, qui gardaient leurs skis sur les pieds. Bon, à l'époque, ils jetaient leur bâton, ils sautaient une falaise ou un parachute. C'était Dominique Glaise et Jean-René Guévalet à Chamonix. Jean-René était un des protégés de Jean-Marc Boivin et Patrick Gaillardon, qui avait inventé la wingsuit. Et voilà, donc après j'ai vu un film en 94 qui s'appelait Pushing the Limit. Et c'était mes premières images de ski base jump. Et le personnage principal dedans était joué par Mark Twight, qui est un alpiniste légendaire américain. Et quand j'ai vu ce film, à 9 ans, je suis reparti au cinéma 4 fois d'affilée pour aller le voir. C'était une révélation, c'était un appel. Et je savais que je faisais partie de cette tribu. Mais il fallait juste que je mérite ma place. Et donc, dès l'âge de 9 ans, je savais que je voulais faire ça. Après, j'ai déménagé aux États-Unis quand j'avais... je suis passé par les étapes ski club, slalom géant, slalom spécial, championnat de France, tout ça, machin. Bon, j'ai fait 3 podiums dans ma vie. J'étais pas le gars qui allait finir en équipe de France. Mais j'ai développé mon style en ski. J'avais un entraîneur super progressif, tu vois, et créatif en sport-études,
qui avait une approche complètement loufoque du ski. Souvent, les coachs en France aiment détruire un gamin pour le reconstruire et qu'il soit exactement dans le moule, dans le cadre du ski français. Ce qui marche, mais c'est pas comme ça que tu vas devenir un skieur unique, parce que tu vas devenir tout comme les autres. Et Pascal, mon entraîneur, c'était un peu je pense que ça pourrait être une belle leçon même pour les parents, parce qu'en fait, il a su utiliser mon style naturel, mais juste peaufiner ce qui allait pas, et pour que je puisse m'épanouir avec mon propre style. Donc, c'est quoi ton style ? Mon style, moi je pense que c'est virage long, moyen plus au niveau du rayon, ouvert, beaucoup de vitesse, mais pas nécessairement super vite comme un Jeremy Hines ou un Toph Henry, mais solide, posé, calme, grande courbe, très vite. Ça, c'est mon truc. Et après, je balançais des backflips, tout ça dedans et tout. Et après, mon style a évolué, bien sûr, avec les blessures et avec l'âge. J'ai presque 40 ans, donc je fais plus des backflips tous les jours sur la neige béton. Je le fais que dans les jours de foudreuse maintenant. Mais ouais, mon premier jour d'entraînement avec Pascal, alors je me donne à fond et tout. Et puis il vient me voir, il fait « Waouh !» Alors je me dis « Ah, super, j'ai fait super truc. » Et là, il me regarde et il me fait « J'ai jamais vu quelqu'un skier avec 2 pieds gauches. » C'était là. Pour moi, c'était rigolo. Mais en même temps, il m'a dit « Mais par contre, tu fais un truc super. J'ai jamais vu quelqu'un bouger ses pieds aussi rapidement en ski. Alors que tu es en arrière, j'avais une position qui n'était pas du tout académique. J'étais pas né à la montagne, moi, à la base. Je suis né en Normandie, ma mère est hollandaise, mon père est aveyronais. J'étais pas du tout destiné à être skieur. Et d'un coup, je me retrouve en sport-études avec des gamins qui sont beaucoup plus forts que moi. Donc, j'avais toutes ces lacunes techniques. Mais j'avais plus de passion, je pense, et plus d'enthousiasme et d'ambition. Parce que je pense que les gamins de la montagne, souvent, sont nés avec cette pression. Tu vois, leurs parents étaient en équipe de France ou championnat du monde, un truc comme ça. Et puis d'un coup, eux, les parents étaient les champions, donc eux doivent être des champions aussi. Et souvent, ils n'ont pas envie. Et moi, en fait, c'est marrant parce que quand j'étais en sport-études, je suis le seul des gamins qui était en sport-études qui est passé pro. Et je pense que parce que justement, j'avais cette motivation, j'avais ce désir, j'avais cet amour pur du ski. Et en même temps, tout le long, je me suis dit, je suis pas assez fort, il va falloir que je travaille 2 fois plus dur. Donc en fait, je me suis entraîné avec 2 ski clubs différents. Et j'allais aux entraînements en VTT et je m'entraînais en plus à côté. Donc en fait, j'étais sans relâche. Et finalement, ça a porté ses fruits. Et puis j'avais un coach. Donc quand super. tu dis t'es passé pro, c'était skieur pro, Skieur pro à la base, okay. Ouais. En freeride ? Freeride, ouais. Compétition de freeride, tout ça. Et puis après, tu vois, des photos des magazines, des compétitions de freeride aux US et tout. Quand j'ai déménagé là-bas pour faire mes études, c'était un peu un des seuls endroits dans le monde où je pouvais faire mes études et skier en même temps. Et en 3 mois, je suis arrivé au Colorado, j'étais sponsorisé de la tête aux pieds. Je dis, wow. Peut-être que je peux faire quelque chose avec ça. Et donc en 4 ans, j'ai eu mon diplôme de commerce, une licence de chute libre. Donc ça, de ce que tu parles, c'est le point de départ. Tu dis, moi, je vois ces images et tout, je veux faire du ski base jump. Je veux intégrer cette communauté. Donc tu as toute cette carrière de ski que tu développes. Et la chute libre aussi en parallèle ? Oui, la chute libre, c'est l'étape obligatoire pour commencer à faire du base jump. Parce qu'il faut savoir piloter un parachute et contrôler son corps en chute libre. Donc, il n'y a pas 100 000 trucs à faire, il faut sauter dans l'avion avec un parachute, quoi. Donc ça, tu fais ça en plus de ton sport-études, ski Ouais, je fais ça en fait, ouais. Et donc j'allais tous les... après, quand je faisais mes études de commerce aux États-Unis. Et tous les week-ends, je partais, j'avais une vieille Saab que j'avais achetée pour 500 balles. Et je traversais le désert du Nouveau-Mexique et j'allais au centre de chute libre. Et je ne pouvais pas vraiment me payer la chute libre, j'avais quelques sauts, donc j'avais ma licence. Mais en fait, du coup, je pliais des parachutes pour centre de chute libre pour payer mes sauts de chute libre, en fait. Et en fait, mes coachs de chute libre qui étaient là-bas flippaient un peu parce qu'ils voyaient que je faisais tout ce que je pouvais pour avoir des sauts, en fait. Et puis, ils savaient que j'avais déjà commandé un parachute de base jump, que j'allais me lancer dans le base jump, mais j'avais pas nécessairement tous les sauts requis pour le faire. Je suis allé un petit peu trop vite. Et en fait, c'était ouf parce que j'avais mes profs de chute libre qui me payaient mes sauts de chute libre à la fin. En fait, ils me disaient, écoute, on veut vraiment pas que tu te plantes, mais on pense que ça va aller, mais voilà, 5 sauts de plus, ça va t'aider. Il y a à ce moment-là, donc il y a le petit garçon de 9 ans et son rêve. Là, tu décris l'étudiant qui a 20 piges, qui fait du ski, qui fait de l'école de commerce, qui va plier des parachutes et qui fait de la chute libre. C'est quoi là le moteur à ce moment-là ? T'étais toujours dans ce rêve de faire du base jump ? Ouais, base jump. Et écoute, si je suis parti français, j'arrive aux États-Unis, c'est ma chance, quoi. Alors j'ai un peu cet esprit d'immigrant, c'est ça, c'est le rêve américain entre guillemets. C'est genre, mais c'est ça ou rien, quoi. Si je me foire, je vais nulle part. Et donc j'ai qu'une chance pour réaliser mes rêves et c'est là, c'est maintenant. Mais tu vois,
parce que le base jump, moi je suis content de te recevoir parce qu'on a reçu plein de typologies d'athlètes sur Mordu, mais le base jumper, j'étais le premier. On a eu un mec incroyable, Elliot Notchez, qui est un freestyler en parapente et qui fait un peu de... il fait un peu de... il est super, voilà. J'adore ce qu'il fait. Ouais. On a eu Domitil Kiger, qui est une championne du monde de freestyle en chute libre, et qui, elle, a un rapport au base jump un peu particulier. Ouais. Mais je n'élaborerai pas particulièrement là-dessus, mais voilà, elle a vécu des choses difficiles. Et je dis ça parce qu'on n'a jamais reçu un vrai base jumper comme toi. On a eu des athlètes de ouf. Et tous, tu leur dis, c'est quoi le truc le plus dingue que tu as jamais fait, sachant qu'ils ont tous fait des trucs de malade. Et la réponse, une fois sur deux, c'est le base jump. Mais le base jump, ça fait trop peur. Donc, tu représentes un peu le truc le plus extrême. Et c'est un peu la question. Est-ce que toi, tu dis, j'ai envie le base jump, c'était ma façon de réussir, c'était ma chance. Est-ce que toi, c'est parce que c'est le truc le plus ouf que tu as vu de ta vie et tu t'es dit, c'est ça que je vais faire? C'est quoi le moteur? Et moi, c'était déjà une passion pour la montagne. Enfin, c'était pas tant que le base jump, c'était le ski déjà aussi. Pour moi, le ski base jump, c'est une extension du ski. Ouais. C'est du ski XXL. C'est comme les surfeurs qui vont surfer, qui ont besoin de se faire tracter par un jet ski pour surfer une vague que tu peux pas attraper à la rame. Et ben en ski base jump, c'est pareil. Tu rajoutes un parachute pour skier une phase que tu ne pourrais pas survivre. Ouais, toi, ton point de départ, c'est de te dire, je vais pouvoir surfer des phases de ouf que personne peut skier. Exactement. Et j'aurais en plus la descente qui peut être assez fun aussi. C'est ça. Mais alors après, en apprenant le base jump, je me suis fait prendre au jeu et après, je suis devenu vraiment base jumper en même temps. Quoi. Ouais. Et donc, en fait, tu fais les deux à fond. Et puis après, d'un coup, tu te retrouves avec des crampons et des piolets. Mais à la base, t'es skieur et puis d'un coup, t'es dans l'alpinisme. Et alors, je suis pas un alpiniste à la base, quoi. Donc, je suis devenu un alpiniste par défaut. Donc après, tu te mets à l'escalade et en fait, d'un coup, tu deviens un sportif de montagne, quoi. Et c'est pour ça que je dis que le base jump, c'est un sport de montagne parce que tu dois mélanger un peu toutes les disciplines pour accéder les falaises ou les endroits que tu désires sauter. Et puis après, il faut sortir de là aussi. Des fois, tu fais déposer par un hélico ou quoi, mais en général, je fais tout à pied, quoi. Sauf quand il y a vraiment, vraiment pas le choix, quoi. Donc du coup, en fait, tu deviens un peu multidisciplinaire parce que t'as pas le choix. Parce que t'as cette passion de la montagne, quoi. T'as un track de malade, hein, je reviens un peu sur tes records, hein, donc t'as le record du monde, hein, du saut le plus haut effectué en ski base sur le Mont Blanc. Tu as fait je crois un saut de nuit. Très récemment, t'as fait un saut sur l'aiguille blanche de Peuteret, face nord. Je crois que t'es le premier à avoir fait premier ski base. Ouais, ça a été skié quelques fois, mais c'est une phase qui est déjà très prisée dans le milieu du ski extrême, du ski de pentraide. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire le premier ski base jump dessus. Est-ce que, tu vois, là, il y a les records, mais j'imagine que tu en as fait plein. Est-ce que tu peux nous emmener avec nous sur peut-être celui qui t'a le plus marqué et nous expliquer un peu? Moi, j'aimerais bien que tu me parles du repérage, tu vois, de l'ascension, de la minute d'avant, et puis de ce qui se passe en termes de sensations quand tu sautes. Donc en gros, tu veux que j'écrive un livre là Ouais, d'accord. Ouais, mais, on m'a dit que tu étais smart et efficace. Non, mais si tu devais, voilà, j'aimerais bien que tu nous emmènes avec nous, tu vois, sur peut-être une je sais pas, expédition, je sais pas comment tu appelles ça, les plus emblématiques de. Ouais, je pense que Peuteret, c'était un projet qui me tenait à cœur vraiment parce que pour moi c'était la face à ski qui m'intimidait le plus de toute ma vie. Mais je pense que le saut le plus emblématique, c'est le saut depuis le Mont Blanc. Parce que tout le chemin pour y arriver, pour avoir les compétences, pour avoir l'expérience, pour avoir l'état d'esprit, l'état émotionnel pour le faire aussi et l'état physique. C'est ça, en fait, en base jump, c'est souvent c'est la trilogie classique de l'esprit, du corps et du cœur, quoi. Le Mont Blanc, c'était... Ouais. Et puis le chemin pour y aller, mon saut d'entraînement, enfin, un peu d'approche pour le faire. J'ai eu un gros carton, j'ai passé 3 jours dans le coma, j'ai eu... hémorragie cérébrale, plusieurs fractures sur mon fémur. Donc après ça, c'était un recul en plus par-dessus. Donc en fait, c'était tout le chemin vers le Mont Blanc. C'est un peu toute ma carrière. Et c'est pour ça que le saut du Mont Blanc, pour moi, ça représente tout. Parce que c'était le point de culmination de ma vie en tant que skieur. Après, au niveau technique, je pense que l'aiguille blanche de Peuteret, c'est le plus technique que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Mais le Mont Blanc, pour moi, c'était c'est la montagne qui a tout démarré pour moi, quoi. Quand tu grandis devant le Mont Blanc ou... Tu vois, à temps partiel ou à temps plein, en touriste ou en tant que montagnard, c'est une montagne qui va te toucher pour toujours. Déjà, tu vois, quand tu dis, quand je comprends ta pratique, le ski base, il y a quand même du ski, puis un saut. Ouais. Donc,
Ce record, peut-être pour le décrire aux personnes qui écoutent, t'as sauté de 4808 mètres direct ou t'as skié et t'as sauté? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, j'ai dû monter 2 jours en randonnée avec 20 kilos sur le dos pour accéder au sommet. Donc déjà, 2 jours d'alpinisme. Ensuite, j'ai skié depuis le sommet à 4810 mètres. J'ai skié 500 mètres de dénivelé dans la face nord. Après, j'ai sauté un sérac qui faisait que 57 mètres, donc un saut super technique en base jump où il n'y avait pas de marge d'erreur parce que le parachute ouvre très près du sol. Donc 57 mètres, c'est-à-dire qu'entre ton point de départ et le point d'arrivée, il y a 57 mètres de dénivelé. 57 mètres, c'était l'aspect vertical du sérac. Au point d'impact, il y avait peut-être 75 mètres parce que on a de la séparation et puis le sol, le terrain descend un peu en dessous. Donc il n'y avait pas beaucoup de marge. Et en plus, à cette altitude, il y a 30 à 40% moins de densité d'air. Donc une ouverture de parachute plus lente, une pressurisation plus lente. Donc en fait, tout est amplifié, il y a un délai surtout en fait, au niveau du fonctionnement d'une voile à cette altitude. Donc plus le ski par-dessus, sauter, ouvrir sa voile, après atterrir. Puis après, il fallait partir de là aussi, quoi. Ouais, ça veut dire que j'imagine que en fait, ton déclenchement de ton parachute, tu dois l'anticiper aussi. Enfin, tu dois le faire au bon moment pour que tu aies le temps et qu'en même temps, tu ne te retrouves pas avec le parachute à un mauvais moment alors que tu es encore ski au pied, quoi. Ouais, exactement. Et puis après, calculer donc l'altitude nécessaire, la distance nécessaire en mètre vertical pour ouvrir sa voile. On ne peut pas juste s'arrêter à ça parce qu'on va dire ok, ça va me prendre 30 mètres pour ouvrir un parachute. Non, parce qu'après il y aura peut-être à cette altitude il y aura peut-être encore plus de 20 mètres en plus pour que le parachute pressurise vraiment. Après après on a les rochers juste derrière nous, il y a de la glace, donc en fait tout est amplifié et en fait la marge d'erreur qu'on établit à une altitude normale se rétrécit encore plus à cette altitude. Et donc pour moi c'était un saut où il y avait quasiment aucune marge d'erreur et donc c'était le saut d'une vie. Et plus les conditions qu'on a eues, on avait de la poudre jusqu'aux genoux, c'était neige fraîche à 4800 mètres, grande courbe dans la poudreuse, après saut de sérac. Alors quand tu as eu toute cette préparation, puis on reviendra sur ton accident qui est aussi un élément marquant du chemin pour y arriver, mais quand tu as fait ces 2 jours de montée, de randonnée, tu t'apprêtes à sauter. Qu'est-ce que tu fais? Tu as une espèce de phase de méditation, de concentration, de visualisation intensive. Qu'est-ce que tu fais avant de te lancer dans ce saut? Juste avant de partir, j'ai toujours une méthodologie que je respecte. Et donc, j'ai cette période de concentration où j'inspecte mon matériel. Donc, je vérifie. C'est un peu ma checklist comme un pilote. Et donc, ça aide à transitionner dans l'action. Ensuite, j'ai la visualisation de toute la ligne du saut, comment je vais ouvrir, ce que je vais faire. Parce qu'on va reproduire exactement ce qu'on visualise. C'est super important donc de visualiser exactement une bonne exécution. Parce qu'après, si on s'imagine comment ça peut partir en live, et ça va se passer exactement comme ça en général. Donc en fait, il faut visualiser exactement le bon mouvement pour le reproduire. Et ce qui est dur, toi, sur ce que tu fais, me semble-t-il, parce qu'on parle de temps en temps de visualisation ici, et c'est vrai que souvent, quand les athlètes en parlent, ils te disent que c'est une partie hyper importante de leur préparation, ce qu'un amateur va jamais faire. Tu vas se mettre dans son lit à voir comment il va faire un bottom turn en surf, il le fait pas, alors qu'en fait, quand on parle avec des bons, ils te disent ça va être pas mal. Ouais, c'est ça. Mais ce bottom turn, tu l'as déjà fait, tu l'as déjà vécu et tout ça. Toi, la différence, c'est que tu visualises un truc qu'a priori, tu n'avais jamais fait, quoi. C'est ça le problème quand on fait les premières, c'est qu'il y a une phase pionnière de la discipline. Et en fait, on va quelque part où personne n'est jamais allé avant. Et donc, la visualisation doit être faite dans le moment. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'anxiété avant un saut ou un projet, comme ça, où c'est une première, surtout qui est dur à accéder. Parce que on a un plan A, un plan B, un plan C en fonction des conditions, mais on ne sait pas comment les conditions vont être exactement tant qu'on n'est pas au sommet. Parce que la neige peut changer, le vent peut changer, l'aspect, l'angle de la pente, l'angle du saut peut changer. Donc il y a plein de choses et donc du coup, c'est ça qui est super dur, c'est qu'on est dans cette phase d'ascension, donc d'effort physique et mentalement, il faut rester connecté et puis pas se laisser emporter par ses émotions. Et après, il faut visualiser sur le moment, avant de partir, et établir un plan d'attaque. Donc c'est un peu comme un pilote de chasse. Un peu moins rapide, bien sûr. Ils sont beaucoup plus forts que les base jumpers, mais en même temps, on n'a pas de cockpit avec 350 instruments. Donc il faut utiliser tout
ses émotions, sa visualisation, tous les repères qu'on a en montagne. Il faut utiliser tous les signes qu'on a à portée de main. Et là, quand tu es au sommet du Mont Blanc, pendant combien de temps tu te mets dans cette visualisation ? C'est quelque chose que tu fais 30 secondes ou c'est vraiment un long moment ? Pour me préparer, parce que là, les caméramans ne pouvaient pas accéder au sommet avec moi, donc ils ont dû filmer d'un hélicoptère. Et on est arrivé 1 heure en avance au sommet. Donc j'avais 1 heure pour me préparer. Ce qui est génial, mais ce qui est horrible en même temps, parce qu'on a trop le temps d'y penser. Donc voilà, j'ai pris le temps d'inspecter mon matériel, et puis j'avais mon pote Alex qui était avec moi, qui est guide de haute montagne, qui arrive au sommet. Donc on a pris le temps de parler, de connecter, d'admirer la vue, et de gentiment transitionner. Mais la phase de visualisation, je pense que dès le moment où j'étais prêt, équipé, à dropper et qu'il fallait attendre l'hélicoptère, il y avait peut-être 15-20 minutes. C'est long. Et on est en haut dans le froid, -10, en train de respirer. Et de revoir chaque mouvement, quoi. Et de se demander si on accepte le risque. Et c'est ça le plus dur. De toute façon, j'utilise tout le temps cette citation de Jean-Marc Boivin. La première étape quand on prend un risque, c'est d'accepter le risque. Et accepter le risque, c'est très très dur. Et parce qu'accepter le risque, ça veut dire accepter de réussir, mais aussi accepter d'échouer. Et bon, sans vouloir être dramatique, si on veut exagérer le truc au maximum, accepter de réussir, c'est se poser parfaitement, et accepter d'échouer, c'est potentiellement ne jamais revenir. Et au moment où tu drops, si on prend cette descente du Mont Blanc il y a 4 ans, ton risk assessment, pour parler très, très méthodo, mais tu te dis, bon, je suis à 100%, ça va fonctionner, ou tu te dis, il y a un risque et je le prends, ou quand tu le fais ce record, t'es comment t'as évalué le risque? Je pouvais complètement visualiser déjà la marge d'erreur. Et dès le moment que tu fais ton premier virage, déjà je me dis tout le temps ça sur un ski base jump. Dès que je commence à dropper, je me dis ok, c'est juste une autre journée en ski, quoi. C'est juste une autre journée de ski. À part qu'à la fin il y a un saut énorme. Et donc du coup en fait je me plonge vraiment dans le ski, le rythme, sentir mes quarts, mes spatules, ma conduite de courbe en montagne, et tomber dans le rythme. C'est beau. Et on se plonge complètement dans l'action. Et à ce moment-là, on accepte complètement ces actions aussi. Et c'est... je sais, je parle trop souvent comme un philosophe. Mon amoureuse m'en parle souvent. Mais pour moi, je dis tout le temps que c'est une émancipation existentielle. Parce qu'en fait, on n'est plus attaché à la Terre par toutes nos peurs, nos craintes basiques humaines. Oui, bien sûr, on a peur. Mais quand on est dans l'action, on fait, c'est tout. Et, être dans le temps présent. On est dans le temps présent, exactement. On est passé par cette phase de construction de soi, d'établissement de soi. Et puis là, on est dans la phase d'être. C'est la définition de vivre, c'est la définition d'être en vie, c'est la définition d'utiliser d'être à l'ultime de soi. Et donc à ce moment-là, tout trouve sa place. Tout trouve sa place dans les émotions, physiquement, d'avoir peur, d'être heureux, de potentiellement pouvoir mourir, de heureusement vivre. Et en fait, du coup, c'est pas une sentence de mort, le base jump. C'est la célébration ultime de la vie, pour moi. Là, tu es dans ton virage, tu es dans le moment présent. Tu skis combien de temps avant le saut ? Ça dépend des faces, mais là, sur le Mont Blanc, j'ai skié 5 bonnes minutes dans la poudreuse, quoi. C'est plutôt long, quoi. C'est long, ouais. Parce qu'après, aussi, à cette altitude, on va pas skier comme une balle à fond de boîte, à 80 km/h, en train de faire des grands virages géants. Il y a des séracs, il y a des crevasses, faut des fois trouver un peu sa ligne d'approche qu'on a inspectée avant à la jumelle, ou si on a eu peut-être une chance avec un hélicoptère ou alors d'un drone. Donc voilà, il faut aussi trouver son chemin, se dire voilà, je skie de ce point, de l'arête, je skie jusqu'à cette crevasse, après je passe autour, après je vais à ce sérac, ensuite je vais me diriger vers ce triangle de glace, ensuite il y a tous ces petits catons dans la neige, ces petites boules de glace, il faut que je skie là, il y a le point de take-off, je décolle là.
Voilà, donc en fait, c'est respecter ces paliers. Ça, dans les descentes de freeride, ce qu'on voit pas souvent, on a l'impression que c'est juste un one-shot, quoi. Mais en fait, il faut respecter les étapes d'approche et de palier. Et les gars, dans le Freeride World Tour, font ça aussi. Ils ont respecté leur ligne. OK, bon, ils vont skier cette arête. Ensuite, ils vont partir dans ce goulet. Ils vont arriver sur une autre arête. Ensuite, ils vont sauter cette première barre rocheuse. Ensuite, traverser à gauche. Donc voilà, il faut travailler par section. Et surtout, pas s'emmêler les pinceaux dans les sections. Et ça arrive des fois. Hein. Ça m'est arrivé en ski base jump d'être désorienté dans une ligne et de devoir m'arrêter parce que j'étais au mauvais endroit, de remonter en escalier pour redescendre après, quoi. Il faut pas se laisser emporter. Il faut toujours rester omniprésent, en fait. Et c'est super important, en fait. Je pense que quand les gens regardent des images, ils ont l'impression qu'on est genre le capitaine de l'extrême, quoi. Mais non, en fait, faut être super super serein et posé. Faut être posé. Je pense dans tous les sports, je fais un tout petit peu de surf de grosses vagues et quand tu te fais tracter dans une vague de 10 mètres en surf, en fait, c'est super impressionnant. T'as tellement peur que tu n'as plus peur, en fait. Et t'es posé, t'es sur ta planche, t'as tes pieds dans tes footstraps et tu carves dans le bol et t'as le gros tube qui casse derrière toi, tu fais un gros bottom turn et puis t'essaies de rester bien dans le mur de la face où tu peux avoir le plus de vitesse possible, pas perdre ta vitesse sur le plat devant la vague sinon tu vas te faire claquer, pas être trop haut parce qu'après soit on peut tomber avec la lèvre, soit on peut sortir de la vague. Et c'est pareil, hein, en ski, en freeride et en ski base jump, c'est trouver cette... je dis tout le temps après quand je vis aux États-Unis, souvent on compte en miles, donc 60 miles à l'heure, je dis 60 miles à l'heure avec 60 pulsations par minute, quoi. Et c'est ça, en fait. Donc, c'est être au ski à 100 km/h. Pleine balle, mais avec une pulsation détente. Voilà, exactement. Avec un rythme cardiaque super bas, mais à fond de boîte. Et là, on est là. C'est génial. Plus je vais vite, en gros, plus je me sens posé. Mais après, en ski base jump, il ne faut pas aller trop vite non plus parce que dès qu'on saute la falaise, on va accélérer énormément parce qu'on est en phase de chute. Et là, il y a un vent relatif. Et là, qu'est-ce qui se passe Là, tu es dans ton approche, tu décris bien, je trouve, à la fois le temps présent, être dans ton ski, pas être ce qui va se passer après. En même temps, vérifier tes points de passage. Ouais. Où est-ce que je suis à la moitié, la prochaine ça va être plutôt à droite, il y a ça, et puis voilà. Donc c'est ce côté étape que je vois bien. Au moment où le saut arrive, il se passe quelque chose de particulier, ou tu es toujours dans cet état un peu de flow, où tu prends le truc étape par étape, et finalement le drop du base, du saut, c'est juste une étape de plus. Qu'est-ce qui se passe ? Ça dépend des sauts, ça dépend des conditions, ça dépend. L'aiguille du goûter, l'année dernière, la neige était horrible. On pensait qu'on allait avoir de la poudre et tout, mais il y a eu tellement de vent que c'était tout soufflé et j'étais en ligne droite vers le sérac de 90 mètres et c'était genre mes skis claquaient tellement sur la neige à fond de boîte et là j'étais faut pas tomber là mec, faut reste stable, reste concentré. Je regardais le bout du sérac et j'étais genre allez, puis dès que j'étais en l'air c'est genre libération. Ouais. C'était super. Ouais. Après il y a des fois comme l'aiguille croche à Megève où on a eu cette fameuse avalanche qu'on a échappé en ski base jump, où on a fait le saut de nuit avec les fusées éclairantes. C'est une falaise que j'ai sauté tellement de fois que je connais bien là. J'ai toujours beaucoup d'anxiété avant de dropper parce que je la prends pas à la légère, mais je suis très relax quand je saute, quoi. Et j'ai des sauts où j'ai même pas du tout le cœur qui accélère. En fait, phase normale, t'es posé, c'est un peu une sorte de yoga aérien, quoi. T'es un peu zen. Après, il y a d'autres sauts, on est hyper focusé. Mais souvent, dans un environnement comme l'aiguille blanche de Petré, ou encore une fois le saut du Mont Blanc, ou l'aiguille blanche ou l'aiguille du Goûter, ça, c'est des sauts très techniques à haute altitude où il y a moins de... la marge d'erreur est beaucoup plus petite, quoi, plus basse. Et donc, du coup, on est hyper concentré, quoi. Et on analyse tout. Et on reste vraiment, on a les yeux sur le bord du sérac de la sortie. Mais en même temps, il ne faut pas trop penser à nos actions parce qu'après, on n'arrive pas à skier de façon naturelle. Puis après, on sera en déséquilibre en l'air ou quoi. Donc, il faut rester relax en étant hyper focalisé, quoi, dessus. Alors, je retourne sur le Mont Blanc. Hop, là, tu as une phase de ski où tu as l'air d'écrire de la pure neige, tu profites. Ah ouais, là, c'était... avec un de mes potes et je l'entendais, j'étais en train de faire mes virages dans la poudreuse, j'entends mon pote Alex derrière qui était là genre Yeeha! Il faisait des cris de cow-boy, quoi. On était trop contents. Et même de ce jour-là, c'était on en parle encore, quoi. J'ai skié à la face nord la semaine dernière du Mont Blanc et la neige était super bonne, mais c'était
au niveau du ski, c'était pas les conditions qu'on avait là. C'était lui en 30 ans de guide ou plus de 30 ans dans les Alpes, il m'a dit j'ai jamais vu des conditions dans cette phase comme ça quoi. On était au bon endroit au bon moment. À ce moment-là, tu profites du ski parce que tu es dans le moment présent, parce que tu as préparé, mais parce que aussi tu as quand même le sentiment que le saut il va passer smooth parce que il y a ça, mais en même temps en ski base jump, c'est chaque virage est amplifié parce que tu skis vers la fin du monde. Donc quand la fin du monde approche, tu profites plus du moment présent. Non, mais en même temps, tu l'approches pas, enfin, avec cet esprit morbide, mais tu sais qu'il y a ce point décisif arrive, et t'es dans le moment, t'es sur tes skis, en tant que skieur, tu profites de chaque seconde dans tes virages, quoi, ou chaque microseconde. Et c'est tellement bon, c'est tellement pur, c'est ça en fait. C'est tellement pur que voilà, on en profite, on skie. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quand même un moment, tu dois quand même refocuser sur l'étape d'après, qui est le saut. Ah exactement, oui. Faut jamais perdre cette direction. Hein. Donc je dis tout le temps le succès dans la vision et la survie dans les détails. Ouais. Donc voilà, faut pas s'attarder non plus sur ce qu'on fait maintenant et oublier le futur, ou juste se focaliser sur le futur. Il faut se focaliser sur chaque étape. Donc en fait, c'est ne pas oublier la ligne d'approche. Donc on va skier du point A au point B, au point C, au point D, et puis après au point où on doit se préparer pour le saut. Souvent, on a un reset. Hein, donc on s'arrête. Puis les séracs sont très bas. Ah, ok. Souvent, je dois m'arrêter pour un sérac pour mettre mon extracteur à la main. Donc c'est le petit parachute qui déclenche le parachute, et en le mettant dans la main, ça accélère l'ouverture parce qu'on n'a pas à aller tout derrière en bas de son sac à dos et tirer un petit parachute, tendre la bride, ça va donner encore un délai de 20 mètres. Donc sur un saut déjà très bas, il faut accélérer l'ouverture le plus vite possible. Donc souvent je dois m'arrêter. Dans les sauts comme l'aiguille croche, tout ça, je peux skier un peu en one shot et après sauter et ouvrir. Mais là, sur le sérac, j'ai dû m'arrêter parce qu'il n'y avait pas de marge d'erreur. Donc du coup, il fallait que j'ouvre beaucoup plus tôt que possible. Donc là, j'ai dû m'arrêter, mettre l'extracteur à la main, l'hélicoptère s'est remis en position, on avait la radio, et puis là, on avait le go, genre allez, dropper quand vous voulez, quoi. Et là, j'étais avec mon pote Alex. Les deux doivent sauter ? Non, lui, skier une ligne à côté. En fait, c'est rare souvent pour moi de skier une ligne avec quelqu'un quand je vais faire un ski base jump. Et là, on a pu skier la phase du haut ensemble. Après, je sautais, je me suis posé sur le glacier, il m'a retrouvé après en bas. Ouais, c'est ce dernier moment, en fait, tu dis un peu au revoir à ton copain, tu dis que tu l'aimes et que tu y vas, quoi. Et c'est beau, c'est un moment de connexion avec les autres, avec soi-même et avec tout ton environnement. Enfin, pour moi, je trouve que c'est un moment entier. Et c'est dans les situations de crise ou de stress, là, on revient à l'essence de nous-mêmes. Et donc là, c'est beau parce qu'en fait, on a la version pure de soi-même et on a la version pure des autres aussi, parce que même si je suis le seul à sauter, c'est un effort de groupe, on est ensemble, t'es avec un copain, il veut pas voir son copain se planter non plus, quand on a tous cette anxiété, on a tous cet engagement, mais tous cette confiance envers l'un et l'autre, quoi. Et puis après, c'est des moments qui restent, qui sont gravés à l'infini, parce que c'est tellement fort. Donc là, tu dis au revoir à ton pote. Je drop, je fais mes virages, et là, le sérac arrive, et tu pars en l'air. Et après, au Mont Blanc, c'était dur parce qu'en fait, il y avait une super neige sur le haut, mais les derniers 10 mètres, c'était une neige croûtée horrible qui avait pris le vent, et donc ça m'a attrapé les skis, j'ai failli tomber. Donc j'ai dû me rééquilibrer, sauter le sérac, me rééquilibrer en l'air alors que j'étais en chute, parce que mes skis voulaient partir d'un côté et mon corps partait de l'autre, et je devais aussi pas me laisser aller pour avoir une bonne ouverture avec le parachute. Et j'ai déclenché mon parachute, et je me souviens, parce que mon corps partait d'un côté, mais je dirigeais un peu les suspends du parachute avec mes épaules pour pouvoir bien diriger la voile jusqu'à l'ouverture. Donc en fait, j'ai pas pu me relaxer complètement à travers tout le saut sur ce saut-là, parce que la montagne m'a jeté un petit pic au dernier moment, quoi, où il fallait s'adapter. Après, l'ouverture était parfaite, et je me souviens, je me retournais sous la voile pour regarder le sommet du Mont Blanc, le sérac, et me dire mec, regarde bien ça, parce que tu le reverras jamais de ta vie comme ça, quoi. Puis après un beau vol jusqu'au glacier, je me suis posé. Et puis après, on avait encore, 1500 mètres de ski en bas pour descendre dans la vallée. Donc ça, c'était cool. Mais c'est des moments intemporels qui restent avec toi pour toujours. Et le kiff, il est fort sur le moment, il est encore plus fort le soir, il est encore plus fort quand tu me le racontes maintenant. Ouais, c'est plus fort après, parce que dans le moment, on est un peu une machine de guerre, quoi. Tu fais ce que tu dois faire et quand tu le fais. Et c'est genre, tu ressens tout, mais t'es en phase d'exécution.
Mais un mois après le Mont Blanc, enfin, c'était un projet aussi que j'avais tellement anticipé pendant tellement longtemps, où je m'étais tellement préparé et pouvoir le faire. Une montagne qui a tellement de sens pour moi, ça m'a pris un mois pour digérer toute l'expérience, quoi. Et donc c'était dans cette phase de connexion au niveau de ton cerveau longtemps après, même des années après. Hein. Des fois, tu repenses à un moment, tu dis t'as une épiphanie ou une idée qui sort de nulle part, et tu dis bah ouais, c'est ça, quoi. Et après, je suis quelqu'un je suis beaucoup dans ma tête, je réfléchis peut-être trop, donc je suis tout le temps en train de conceptualiser. Est-ce que, je voulais revenir là-dessus, sur le fait de conceptualisation de Mathias le philosophe. Je me permets, hein, c'est toi qui me mets en avant. Mais je trouve ça assez cool et on reparlera du moment présent et du fait d'accepter le risque de réussir, parce que je trouve que c'est assez intéressant, j'aimerais bien que tu m'en parles, mais est-ce que ça, tu vois, ce côté très, très philosophe, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu ? Quel rôle a joué ? Tu te disais que tu as pris un gros carton, hein, donc c'était il y a une dizaine d'années, tu as eu un gros accident, tu as passé 3 jours dans le coma. Est-ce que ça a été une étape un peu charnière dans cette conceptualisation des moments, ou alors c'était depuis tout petit, t'avais ça en toi? Les deux. Enfin, mes premières idées, mes premières pensées, je pense, philosophiques, existentielles, hein, c'était à l'âge de 4 ans. Et c'est la première fois que je commençais à réfléchir au concept de la mort, au concept de la vie, au concept de maximiser sa vie. C'était un soir, hein, quand on est gamin et qu'on lui dit allez, va te coucher là, faut aller dormir, t'as école demain. Et puis je me souviens, j'avais pas envie de dormir. Et j'étais dans mon lit et j'avais toutes mes peluches et tout autour de moi et je ferme les yeux et j'essaie de. Plus on essaie de dormir, moins on y arrive. Et là, je réfléchissais, et puis d'un coup, je me dis c'est comme ça quand on est mort. Genre, on se rend compte de tout, mais on voit tout noir pour toujours. Donc en gros, je me disais, est-ce qu'on est dans un trou noir, mais on est conscient et que c'est ça la mort et on a ça pour toujours, pour l'éternité. Alors je commençais à paniquer, c'était terrifiant, quoi. Je me dis, mais j'ai pas envie de dans un trou noir pour toujours, quoi. Et alors je commence à pleurer, et puis ma sœur m'entend, elle m'emmène en bas, aller voir ma mère, et puis ma mère était toujours très dure. Et elle me dit, pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qui se passe ? Je dis, est-ce que quand on est mort, on voit tout noir pour toujours, et il n'y a rien d'autre, mais on sait ce qui se passe. Et elle me fait, elle était très croyante, bien sûr, et bon, elle m'a dit, non, quand t'es mort, tu vas au paradis. Alors là, j'étais complètement insatisfait par sa réponse. Enfin, clairement, je remonte, elle sait pas de quoi elle parle, en gros, quoi. Je l'ai senti, quoi. Ça sent l'arnaque, ça c'est pas. Il y a une fourberie, là. J'avais 4 ans, je dis non, c'est pas. Il y a une mistoufle, là. Ouais, exactement. Là, c'est pas cool. Il y a un truc. Alors, clairement, elle ne sait rien. Et clairement, tout le monde panique. Et clairement, je panique. Et là, je me suis rendu compte que clairement, tout ce que j'avais, c'était là, ce que j'ai là, maintenant, la vie. Et qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y a après. Et donc, dès l'âge de 4 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, pour moi, le seul choix qu'on ait dans la vie, c'était de maximiser sa vie. Et maximiser sa vie, ça passe parce que j'étais un enfant toujours très passionné par ce que je faisais. Je suis toujours très passionné en tant qu'adulte. Et pour moi, avoir le courage d'honorer ses passions, voilà, c'était la seule façon de maximiser sa vie. Que ce soit l'amour, ou que ce soit nos activités, nos vocations, ou enfin quoi que ce soit, notre centre d'intérêt, ou faut faire les choses avec passion pour les faire complètement, quoi. Et donc là, ce soir-là, j'ai dit ça y est, quoi, je vais aller jusqu'au bout, à fond de boîte. Après ça, il y a les étapes de la vie, hein. J'ai perdu ma sœur assez jeune, tout ça. C'est un rappel, justement, qu'il faut se dédier à ses passions, avoir le courage de les honorer, avoir un pourquoi vivre. Mais les passions, en fait, deviennent un peu un sens à une existence qui n'a pas de sens. Ouais, alors, je vais quand même... je vais t'arrêter là, parce que... Et tu vas me dire, je vais peut-être te saouler en te disant ça, mais... Quelque part, donc, tu évoquais ce gros accident, le fait que tu aies fait du coma. Tu dis, je maximise ta vie. Je maximise, tu parlais de ta relation amoureuse ou de tes relations familiales. Quand tu as un gros accident, et quand on parle de baisse, des gros accidents, j'imagine que des proches, des potes, où tu te dis parfois toi-même, mais je maximise pas. Si demain je me cartonne, je maximise rien du tout. Là. Exactement. Tu es allé trop loin. Tu t'es trahi toi-même et tu as trahi les autres. T'es devenu, tu t'es éclaté comme un sportif du dimanche, au lieu d'être un professionnel. Ah, c'est ça que tu te dis, toi. Ah ouais, clairement, j'ai échoué. Donc, c'était une remise en question. Il y avait 3 trucs. 1, c'était un test à ma passion.
Quand tu t'engages dans une passion comme ça, dans la montagne, tu acceptes le succès, mais tu acceptes l'échec aussi. Tu acceptes d'être victorieux ou tu acceptes d'être blessé ou très blessé ou peut-être malheureusement de mourir. Mais ça ne veut pas dire que tu le souhaites, bien sûr. Tu l'acceptes, mais c'est différent. Après, quand tu te prends un carton comme ça, tu dis en fait, je suis pas aussi fort que je ne le pensais. Donc, je dois repartir à zéro et refaire un travail fondamental sur toutes mes capacités de sportif. Donc, j'ai dû repartir à zéro et recommencer le base jump à zéro, recommencer le ski à zéro. Bon, bien sûr, il y a des trucs qui sont venus plus très vite, bien sûr, ou des trucs qui étaient naturellement, ça revenait. Mais en fait, je suis reparti à la base. Et puis, j'ai checké un peu j'ai refait toute ma checklist en tant que skieur et en tant que base jumper. Mais plus que ça, tu refais ta checklist en tant que personne. Tu as 2 semaines dans un lit d'hôpital où tu penses tous les jours à ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait bien, ce que tu aurais pu faire mieux. Si tu dois faire ça, alors tu remets tout en question. Mais remettre tout en question, c'est aussi c'est une preuve d'honnêteté et de respect envers toi, envers les autres, envers ce que tu fais. Et après, les personnes dans ton entourage l'acceptent ou ne l'acceptent pas. Mais en fin de compte, c'est ta vie à toi. Qui d'autre va la vivre à part toi? Alors il faut le faire bien. Il faut le faire du mieux possible. Il faut pouvoir créer la meilleure version de toi-même. Et donc là, c'était vraiment un test. Et puis après aussi, c'était 3 semaines avant la naissance de mon fils. Donc si je voulais être le papa que je souhaitais être, il fallait que je puisse montrer l'exemple de comment maximiser sa vie, mais en le faisant bien. C'est un peu en anglais, il y a le concept de brinksmanship. Et ça, c'est un concept de Iggy Pop qui en parlait à son thérapeute. Parce que Iggy Pop, le king du rock and roll et du punk et qui a essayé un peu peut-être toutes les drogues qu'il y a. Moi, je suis pas du tout dans ça. Mais en fait, il a vécu sa vie vraiment à fond de boîte. Et son psychiatre lui a dit, mais Iggy Pop, vous avez vraiment un concept incroyable de brinksmanship. En anglais, en français, je crois que c'est le concept de la corde raide ou un truc comme ça. Donc vous savez aller presque jusqu'au bout, mais quand vous sentez que ça sent le roussi ou que vous êtes vraiment au maximum, de reculer juste ce qu'il faut. Et c'est ça en montagne, en fait. Il faut savoir où est la limite de notre cadre d'exécution, où est notre 100%, et puis après reculer pour rester à 90 ou 81%. Comme ça, on a une marge d'erreur, mais aussi on maximise presque notre performance, mais on a toujours un peu d'énergie ou de performance en réserve sous le pied, si on en a besoin. Et je pense que c'est ça dans la vie, en fait. Si on va à 100% tout le temps, on va avoir un burn-out ou on va se planter. Non, il faut aller, pour avoir de la longévité, mais aussi maximiser, il faut y aller à 80-90% tout le temps. Après, il ne faut pas oublier de faire une bonne sieste, tous les jours, c'est important aussi. mais c'est passionnant ce que tu dis. Ça m'appelle plein de commentaires, de questions. Je pense qu'on n'aura malheureusement pas le temps de tout venir. Mais la première, du coup, je dérive de ce que j'avais en tête. Mais moi, tu évoques ton fils et l'exemple que tu vas avoir pour ton fils. Est-ce que tu te projettes dans 15 ans quand il va te dire papa, je vais faire comme toi, je vais faire du base jump? Il veut être cascadeur déjà, donc il veut faire de la chute libre. S'il veut faire du base jump, je lui apprendrai, ça va me faire flipper, mais je ferai tout en mon pouvoir pour l'aider. T'es prêt à l'accepter, ouais? J'ai pas le choix. Je peux pas être un hypocrite. C'est sa vie. Tout ce que je peux faire en tant que père, en tant qu'homme, c'est de l'aider à être l'homme le plus fort et le meilleur homme possible. Plein de douceur, d'amour, de gentillesse, de force, pour pouvoir être un être accompli, pour qu'il soit là pour lui-même, mais aussi pour les personnes qu'il aime. C'est la grande phrase du psychiatre suisse Carl Jung, qui disait que la vraie tragédie d'une famille, c'est la vie non vécue des parents. C'est ça. Il y a tellement de parents qui ont abandonné. Mais abandonner pour soi, c'est abandonner les personnes qu'on aime. Pas se créer, c'est qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? On leur apprend la médiocrité et on leur inculque une vie de frustration. Je refuse de faire ça pour mon fils. Il faut y aller jusqu'au bout. Tu as l'air hyper cohérent et ça fait sens. et aussi, tu vois, ce que ça m'appelle, c'est aussi le niveau de pression que tu te mets, tu vois. C'est-à-dire que c'est top. J'adore ta façon de dire, en fait, mon sport... je dois être professionnel dans ce que je fais. Et c'est à moi si je suis pro, il n'y aura pas de problème.
Et ça veut dire que tu te mets un niveau d'ambition qui est quand même costaud, quoi, tu vois, parce qu'on est plein à vouloir aspirer à être les meilleurs possibles dans notre job, à bien jouer au tennis, à bien surfer une vague, à se réaliser un max. Mais c'est vrai que toi, ton niveau de pression, il est fort parce que la sanction, elle est importante, on va dire, tu vois. Comment tu gères cette pression, c'est toi qui te la mets, comment tu la gères? Enfin, c'est dur de se mettre une pression si forte. Ah bah, je suis toujours déçu par moi-même, de toute façon. Ça, quand on est un perfectionniste, on ne sera jamais satisfait. Mais encore une fois, hein, j'essaie de maximiser le plus possible. Et si on peut atteindre un niveau de performance, si on est satisfait à 100% avec ce qu'on fait, c'est que là c'est de l'arrogance. On est mais si on est fier de la façon dont on a fait les choses du mieux possible, on sait qu'on a fait 90%, mais pas 90% par paresse. Là on est un charlatan. Mais si on est à 90% parce qu'on pouvait faire que 90% sur 100%, mais qu'on s'est donné à fond, et voilà, là on a maximisé. Et donc là on fait ce qu'on peut, on fait du mieux qu'on peut. Et de toute façon, il y a toujours, même dans mes meilleures vidéos quand je les regarde, meilleures vidéos à mes yeux, hein, il y a toujours un truc, j'aurais pu faire ça mieux. Mais dans le moment, je savais que j'ai fait du mieux possible, quoi. Et donc du coup, après, c'est aussi trouver cette sérénité. Après, c'est aussi la première fois de ma vie, je pense que j'ai le privilège de pouvoir ne rien avoir à me prouver à moi ou aux autres. Parce que je suis passé par les tourments des années d'établissement de moi, de positionnement, d'entraînement, d'exécution, qui sont tellement... c'est la fournaise des passions, quoi. Et j'y suis passé tellement que maintenant, j'ai rien à prouver. Je suis parfaitement heureux là où je suis. J'ai encore beaucoup d'ambition, beaucoup de projets que je veux accomplir. Mais je suis parfaitement serein avec ma place dans le monde et dans ma vie. Et je suis aussi parfaitement serein grâce aux personnes qui m'entourent. Et ça, c'est super important. Et quand j'étais petit, on avait toujours cette image du sportif pro qui était hardcore, qui allait jusqu'au bout, quoi qu'il en soit et tout. Mais en fait, on s'en fout d'être un mec hardcore, quoi. Il faut être un mec méga serein dans sa vocation, dans sa profession. Et c'est ça le top de la performance. C'est pouvoir faire quelque chose de le plus engagé possible en étant le plus serein possible. C'est pour ça que je suis tellement fier de cette descente que je viens de faire sur l'Aiguille Blanche de Peutré, parce que c'était tellement engagé, j'étais tellement concentré, mais j'étais tellement confiant et serein dedans, sans non plus... avant de la peau de l'ours, avant de l'avoir tué, me dire que la montagne va peut-être pas me tolérer et me lancer un truc et je vais devoir m'adapter, quoi. Mais plus j'étais super bien entouré, quoi. J'avais 2 potes guides, j'avais super caméraman, j'étais bien dans ma tête. J'ai pu voir les personnes ou parler des personnes que j'aime juste avant. J'étais bien. Et donc ça, c'est ça en fait mon but, c'est de faire... d'atteindre le maximum de ma performance avec le maximum de sérénité. De quoi t'es le plus fier là t'arrives à un moment intéressant, t'as fait des trucs de malade, t'as 40 ans, tu vas les avoir. Ouais, j'ai 39. Ah, t'as 39. 40 ans septembre. 40 ans, c'est dur, mon pote. Arrête, quand j'étais petit, on voyait un mec de 40 ans, on dit oh putain, mais regarde cette antiquité. Cette antiquité, mais bon, vraiment, Kelly Slater me donne beaucoup d'espoir. Ouais, exactement. Mais quand tu vas te retourner, là, que tu vas faire le bilan, tu vas te dire de quoi tu vas être le plus fier? Pour l'instant, je pense que c'est l'Aiguille Blanche de Peutré, des trucs que j'aurais pu faire beaucoup plus engagés dans cette voie, que j'aurais pu faire. Quand je te dis de quoi tu es le plus fier à 40 piges, tu vas... Dans ma vie? Ta vie, ouais. Dans ma vie, en général, je crois que tu parlais de performance sportive. Ça peut être Peutré, moi. C'est non. Dans ma vie, je pense que c'est de pouvoir vivre en équilibre avec les 3 éléments les plus importants de ma vie. Ma vocation, mon amour vrai et mon fils. Après ça, le reste, tout se met en place. Il faut éviter la fatigue de décision dans la vie. On vit une vie quand même assez cool en France ou aux États-Unis où on peut faire un peu tout ce qu'on veut quand on veut. Ouais, bien sûr, on veut toujours plus d'argent, plus de temps. Mais on a tellement de choses qu'on peut faire, quoi. Alors des fois, on se lève, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, quoi.
Ça, c'est la définition du luxe, quoi. Mais putain, le luxe, ça te tue l'âme, quoi. T'as 20, 25 choses que tu peux faire et tu sais plus quoi faire. En fait, tu fous rien, tu fais plus rien. Non. Faut distiller ta vie aux 3 éléments max les plus importants de ta vie. Et puis, tu te concentres sur ça, tu te dédies à ça à fond. Puis après, tout tombe en place. C'est ça, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris d'un pote qui était pilote de chasse. Hein. Et concrètement, les pilotes de chasse appliquent ça quand ils volent, parce que dans leur cockpit, encore une fois, ils ont 350 instruments dans un cockpit. Et s'ils font attention à tous leurs instruments, c'est un peu ça. Si on fait attention à tous les instruments qu'on a dans la vie, en fait, on pilote plus l'avion, quoi. On sait plus où on va, on fait plus rien. Parce qu'on essaie de trop tout checker. Non. Alors lui, ce qu'il disait justement à ses élèves qui essayaient de tellement bien faire qu'ils n'arrivaient pas à bien faire, il dit non, tu as 350 instruments, tu les as tous si tu en as besoin. Mais quels sont tes 3 instruments les plus importants ? Concentre-toi sur ces 3 instruments les plus importants. Tu maîtrises ta checklist. Tu as les 3 instruments les plus importants. Tu as ton objectif de mission. Et après, tu peux voler avec instinct. Mais après, voler avec instinct, ça veut dire aussi pouvoir réagir et s'adapter dans la situation. Et c'est quelque chose que j'ai appris de mon pote. Donc, j'essaie de vivre en évitant cette fatigue de décision, en honorant mes piliers existentiels. Ouais, je parle comme un vieux de 40 ans. Non, bah ouais. Ce qui fait peur, c'est que je comprends tout ce que tu dis. Tu vois, t'es plus vieux que tu le pensais. Tu vois, c'est pas un peu blanc dans ta barbe là Si. J'en ai là aussi. Ouais. Là, j'ai 42, mec. Ah ouais. Bon, écoute, on va aller boire un petit kir après, exactement. Ou un spritz peut-être. Non, moi je prends du thé vert parce que sinon je dors pas bien. Ok, ouais. Enfin, moi je bois presque pas d'alcool de toute façon. Donc, ok, un petit thé, ça me va. Non, mais ça me parle vachement. Du coup, je me dis, et j'aurais peut-être 2 questions pour toi parce que le temps file. Je me dis donc, je te vois, je me dis t'es un mec super focus, bien, en même temps épanoui, mais c'est normal, tu vois, qui approche des 40 ans avec une super carrière, qu'on a encore devant, j'ai l'impression. On va en parler de tes prochains projets. Enfin, t'es pas un sportif à la retraite. Il y a plein de trucs. Ouais, j'arrive. Enfin, il y a tout qui s'ouvre. Ouais, bon bref. On va en parler après. Mais est-ce que tu t'intéresses à d'autres choses du coup? Bah oui, bien sûr. Alors ça, c'est ce qui est important justement pour établir pour en revenir au pilier existentiel. Je pense qu'il y a un truc qui est super important dans la vie, c'est pour maximiser son existence, c'est oui, bien sûr, il faut trouver justement son cadre d'exécution le plus loin possible, tout en ayant un peu une marge d'erreur. Mais aussi, il faut pas mettre trop de stress ou trop d'intention sur seulement un élément ou 2 éléments. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris plus récemment. Mais avant, je mettais tellement de pression sur ma carrière, sur ma passion, qu'en fait, j'étais pas aussi, je n'achevais pas le niveau de performance que je souhaitais dans ma carrière parce que je mettais tellement de pression dessus. Et donc en fait, faut se détendre. Bien sûr, faut jamais déconnecter mentalement. Hein. Faut un peu aligner son conscient et son inconscient. Faut aller au lit avec un rêve et se réveiller avec un plan d'attaque. Mais en même temps, faut prendre le temps de vivre, quoi. Mais sans non plus déconnecter. Donc en fait, c'est toujours rester sur le chemin, mais pouvoir apprécier un peu le chemin en soi, quoi. À demi-mot, c'est à quoi? C'est que tu te mets pas des cuites de l'espace Là, je bois déjà presque plus. Ouais, je faisais une petite blague d'alcool il y a 30 secondes, mais en fait, je bois presque pas. Je mange bien, je m'entraîne un peu tous les jours. Ouais, je vis un peu une vie de moine, hein. Donc je me lève, je suis chiant. Je me lève, je m'entraîne, je bosse, je prépare mes projets. Je m'entraîne avec mon gamin le matin, il fait ses pompes, ses abdos et tout. Je prends le temps de parler avec lui tous les jours. On parle 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie. Tous les jours, on a un petit check qu'on fait. Je fais comment va ton cœur, comment va ton corps et comment va ta tête. Donc on parle de tout. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose sur le cœur qui est lourd? Est-ce que tu te sens bien physiquement? Parce qu'il skate beaucoup, il fait déjà du vert et tout, il fait beaucoup d'arts martiaux et tout. Je sais que t'as mal quelque part et tout. Et comment ça va dans ta tête? T'as des questions qui te turlupinent un peu? T'as un truc qui te fait... T'as des soucis? T'as quoi? On parle de tout. Et on parle des fois de la vie pendant 2 heures, 2 heures et demie. Donc je pense penser le temps de parler avec les personnes qu'on aime, de réfléchir, de ressentir. Je pense qu'il faut... C'est prendre le temps de laisser le monde résonner en nous, en fait. Peut-être que c'est un petit peu encore un peu trop philosophique, mais quand on a quelque chose qui nous botte, qu'on aime ou qu'on fait bien, on le sent. Enfin, on a le cœur qui vibre, on a le monde qui vibre à l'intérieur de nous. Et je pense que ça, il faut jamais l'oublier. Il faut toujours s'ouvrir justement à la résonance. C'est super important.
quel que soit son outil de résonance. Hein. Peut-être que c'est juste se faire une petite cuisine bien, un petit plat sympa en écoutant les grosses têtes. Enfin, je sais pas. Ouais, je fais ça un peu tous les matins, j'écoute les grosses têtes. Parce que en ce moment, le mec est vraiment vieux. Ouais, je sais, je suis vieux. Mais non, mais mon gamin de 10 ans même me le dit. Il me dit pardon, écoute les grosses têtes. Non, mais j'aime bien leurs blagues. Mais ce qui est rigolo, je fais la blague et ce qui est assez marrant, c'est que t'es ultra frais. Enfin, tu vois, je t'aurais jamais donné 39 piges. Je décris, tu vois, hyper athlétique. Je t'aurais donné 10 de moins, quoi. Merci, c'est cool, j'apprécie. Ouais, non, mais en fait, donc voilà, je vis une vie un peu monotone, si tu veux, dans le sens où je me lève, je m'entraîne, je parle aux personnes que j'aime, je suis là pour mon fils et je vais skier, je vais me faire un saut en base jump, après je bosse sur des projets. J'essaye de lire, je lis pas assez, hein, jamais, mais j'essaye de lire un peu, souvent. Là, je bosse un peu sur un livre aussi. Et en fait, je pense que j'essaie de pas être tellement trop focalisé sur mes objectifs, que j'essaie de prendre le temps de laisser les choses m'inspirer. Et ça, c'est important parce que des fois, on pense à un truc où on imagine quelque chose qu'on n'aurait même pas pu concevoir sans prendre le temps justement de ressentir, d'observer et d'analyser et de les laisser nous toucher, quoi. C'est super important. J'écoute beaucoup de musique. Donc je pense que c'est ça. Enfin, je suis un mec un peu chiant, quoi. Donc, un mec posé, bien dans sa vie et qui fait des choses exceptionnelles. Alors, on a parlé de ce parcours incroyable, de tout ce que t'en as appris. C'est quoi les projets ou le projet qui te fait un peu rêver pour la suite? C'est la question qui revient tout le temps. Alors, qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois? Elle te saoule cette question d'ailleurs? Non, elle me saoule pas. Mais c'est la question qui revient souvent et je comprends pourquoi. Hein, c'est tout. J'ai plusieurs premières descentes en ski base jump que je souhaite faire dans les Alpes, bien sûr. Je reste un peu vague parce que je veux pas non plus donner trop d'informations spécifiques. Et j'ai une idée de projet au Pakistan, au Népal et un gros qui est très très faisable dans la Cordillère des Andes. Donc donc petit à petit tous ces projets qu'on a dans les Alpes, des phases techniques difficiles à skier des fois ou à sauter, où on doit mélanger plusieurs sports pour pouvoir les faire. Ça me permet de développer l'expertise de pouvoir affronter, de pouvoir m'engager dans des projets plus lourds, dans d'autres montagnes plus hautes, plus loin. Ouais, je disais que voilà. tu me semblais être tourné vers l'avenir dans ta carrière. Ouais. Tu vas pouvoir encore faire ça 10 ans, 15 ans Facile. Ouais. Oui, après je suis... j'ai un peu mal partout avec mes... Enfin, pas partout, mais j'ai mal là où j'ai mes vieilles blessures, comme tout le monde. Mais j'arrive à travailler, c'est même pas travailler avec, j'arrive à évoluer, même en ayant eu des blessures. Et en fait, je me sens... En fait, c'est un équilibre intéressant parce que je me sens aussi fort dans mon corps que dans ma tête en ce moment. Donc c'est bien. Encore une fois, je me sens posé. Et voilà, la semaine dernière, j'ai fait le Mont Blanc avec mon amoureuse. Et la partie cœur, j'allais demander. Tu vois. La partie cœur, oui. J'ai fait que 2 Mont Blanc dans ma vie. Donc le premier, c'était pour un record du monde. Et le deuxième, on s'est fiancés au sommet du Mont Blanc. Yes. Donc voilà, on prépare notre plan de vie international ensemble. Donc ça, bien sûr. Hein, il faut... Quand on fait des trucs super engagés, c'est Laird Hamilton qui parlait de ça beaucoup, avec sa femme Gabby Reece. Et lui, sa relation est super importante dans sa carrière parce que sinon, il se bloque trop dans sa performance en grosse vague. Et puis, c'est quelqu'un, on peut être des mecs vraiment, tu vois, alpha, un peu trop hardcore de temps en temps, tu vois. Et c'est super important d'avoir l'équilibre avec quelqu'un qui est là aussi pour te titiller, pour te donner un peu des pics, pour te faire questionner un peu ce que tu fais, mais en même temps t'accepter aussi. Ouais, t'accepter, te supporter. Mais c'est même plus que t'accepter, c'est te supporter, t'aider émotionnellement et qui est là à fond dans ton parcours et toi t'es à fond dans leur parcours aussi. C'est super important d'avoir ce respect mutuel et ça c'est super fort. Donc moi les prochaines années c'est encore une fois faire honorer du mieux que possible mon triangle de vie entre mon amour, mon fils et ma vocation.
Excellent. Et voilà. Et donc voilà, j'ai des projets engagés, mais voilà, ça arrive quand ça arrive. Donc tu es vraiment dans la continuité et ton expérience et finalement ta renommée, tu es en train de grossir, ça t'offre de plus de moyens et de faire des trucs encore plus dingues, quoi. Ouais, enfin c'est cool, j'ai un peu plus de notoriété, tout ça. Je pense c'est plus de la notoriété, c'est du respect, je pense, dans la montagne. Parce qu'aux États-Unis, on aime bien le facteur un peu le show, quoi. Ouais. Le mec qui fait des trucs de ouf. Mais ça fait longtemps que je fais ce que je fais. Et ça fait très longtemps en France que des gens dans la montagne, surtout, maintenant un petit peu plus dans les gens qui ne sont pas nécessairement des skieurs, ont pu voir mes images. Mais je pense qu'en France, c'était pendant longtemps, ah ouais, ce mec, c'est un ouf, il va se planter d'ici 1 ou 2 ans. Mais bon, 15 ans plus tard, ils disent, il est encore là. Hein, ah ouais, il a encore fait une première. Et je pense qu'en fait, maintenant, ils prennent un peu plus au sérieux. Mais bon, c'est normal, hein, quand on fait un truc que personne d'autre fait ou peu de personnes font, il y a beaucoup d'incompréhension. Et puis après, quand on le fait encore et encore, après, les gens finalement commencent à comprendre que non, on a une approche qui est respectueuse, qui est établie et qui et où il y a de la longévité. Donc, mais en fait, ce que je pense aussi, c'est il y a un truc un peu, je sais pas si culturel nécessairement en France, parce qu'on me demande ça aussi aux États-Unis, c'est un peu l'après, ta carrière et tout, mais il n'y a pas d'après carrière en fait. Tout dans la vie est une marge d'approche pour la prochaine étape. Donc en fait, on construit, c'est un peu un escalier, quoi. C'est une échelle, on y va, et puis cette expérience nous amène cette expérience, qui nous amène cette expérience, et puis d'un coup, on regarde, on fait on a fait tout ce chemin, putain, on en a fait quand même, quoi. Mais il ne faut pas se focaliser sur le chemin et pendant qu'on est dedans, quoi. On a reçu Joël de René ici qui aime bien cette citation, je ne suis pas sûr qu'elle soit de lui, mais qui dit que la vie est un escalier où chaque marche est un peu plus dure que la précédente, mais t'amène beaucoup plus haut. Voilà. C'est exactement ça. Donc merci, c'était un très beau sommaire. Allez, la dernière question. J'aime bien terminer un épisode de Mordu avec celle-ci. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire et que tu aimerais écouter sur ce podcast ? Alors, c'est un ami, mais quelqu'un que je respecte énormément dans la montagne, c'est Xavier Delerue. Je ne sais pas si tu l'as vu déjà. On a eu le petit frère. Avec Victor. Ah, Victor, c'est bien. Victor, en ce moment, à mes yeux, c'est le meilleur snowboarder du monde. Parce que c'est un montagnard aguerri, mais en même temps, il peut t'envoyer une figure de ouf sur une face d'alpinisme, quoi. Mais et moi, le grand frère alors, Xavier ? J'ai beaucoup de respect pour Xavier parce que pour moi, pendant longtemps, même maintenant, c'est mon snowboarder préféré. J'ai eu la chance de faire 1 ou 2 trucs avec lui en montagne. C'est quelqu'un qui m'inspire, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses. À chaque fois que je le vois, j'apprends quelque chose, ou même regarder ses vidéos. Mais en même temps, il se prend pas au sérieux, il est relax, il prend le temps de rire, de passer un bon moment. Mais c'est une bonne personne. Et c'est un super montagnard, et puis c'est un super papa aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui peut inspirer énormément de gens à plein de niveaux. Et Xavier. Top. Bon, Mathias, c'est encore plus cool que ce que je pensais que ce serait cool. Ah écoute, merci. Vraiment, c'était canon. Je suis sûr que les gens qui écoutent ont kiffé. Et puis, je te souhaite une très bonne continuation. On va suivre ça avec intérêt. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Et moi, j'ai passé un super moment. Merci. J'espère qu'on n'a pas saoulé les gens avec nos histoires de mecs de 40 ans. Non. Il y a du quadra qui écoute. Salut, mec. Ciao. Allez, ciao. J'espère que vous avez autant kiffé que moi ce moment avec Mathias. Je vous l'ai dit, c'est une de mes rencontres préférées, un épisode qui m'a redonné des frissons au montage. Si vous avez aimé cet épisode, je vous conseille vivement d'écouter ou de réécouter la fat interview d'un autre surdoué de la montagne, Victor Delerue. Et ouais, Mathias en parle lui-même dans son épisode. L'épisode avec Victor est incroyable, foncez. Et si vous aimez Mordu, partagez cet épisode et mettez-nous 5 étoiles sur vos apps d'écoute. Apple Podcast, Deezer, Spotify, avec un commentaire idéalement, ça nous aide énormément à être visible et à continuer. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Allez, pour conclure, j'ai envie de reprendre la phrase qu'a citée Mathias de Carl Jung. Rien n'a une influence plus forte sur son environnement, et notamment sur les enfants, que la vie non vécue d'un des parents. Alors si vous êtes des darons, si vous n'allez pas rider pour vous, allez rider pour vos mômes. Allez, j'espère que la prochaine session est pour très bientôt, et je vous laisse. À plus les mordus.